Bon, si vous le voulez bien, nous allons donc commencer cette 115e session de webinaire Le Marçon que je vais consacrer à un sujet qui nous fait très peur. Et c'est celui donc de la disparition des emplois à terme. Beaucoup, pas beaucoup. On n'ose pas trop le dire aujourd'hui, sachant quand même que l'intelligence artificielle est prégnante. Et donc, elle est en train de grignoter quand même, on pourrait le dire, des parts de marché. Mais ces parts de marché, c'est nous. Et ce que je constate, et c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu donné l'idée de ce webinaire, c'est que finalement, on a peur. On a peur de s'exprimer et de dire les choses telles que nous les ressentons. On a peur de choquer les gens, on a peur de se mettre à dos d'autres personnes, on a peur. Et je pense que maintenant, il est temps, hein, d'appeler un chat et d'essayer de regarder ce qui va se passer. Et en particulier, de traiter le problème qui va être central aujourd'hui, à savoir le problème du remplacement on va dire, des emplois, des métiers. C'est une chose qui paraît relativement normale, puisque de tout temps, il y a des métiers qui disparaissent et d'autres qui arrivent. Mais ce qui ne va pas du tout, c'est que le nombre d'emplois va probablement diminuer, de sorte que on peut anticiper dans un certain nombre d'années. Alors moi j'ai pris des précautions, j'ai mis ça autour des années 2050, c'est-à-dire à peu près dans 25 ans, eh bien, dans une période dans laquelle eh bien, il y aurait pratiquement plus beaucoup d'emplois, hein, on dirait moins de 10% d'emplois réels. Je parle d'emplois réels. Or, la difficulté et le problème, c'est ça qui va donc être central donc, aujourd'hui, c'est que finalement, on ne sait pas comment on va s'organiser, comment on va vivre dans une société sans emploi. Parce que l'emploi joue un rôle qui est fondamental actuellement dans notre manière de vivre, et ceci depuis toujours. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'a plus rien à faire, comment on va s'organiser? Et donc, c'est vraiment ces deux aspects-là que je voudrais regarder. D'une part, essayer un peu de focaliser sur les emplois qui vont disparaître et puis peut-être les chiffres réels, et surtout, se préparer. C'est tabou. On n'ose même pas en parler, on n'ose même pas le dire. Mais c'est une société qui probablement, je ne peux pas être certain évidemment, mais qui probablement va être une société très orientée vers la disparition d'un grand nombre d'emplois. Mais on évoquera, on expliquera donc ce que c'est d'une manière un peu plus donc détaillée. Alors, je vous propose donc de démarrer. Donc, affronter donc la réalité, bien sûr, hein. Alors, d'abord, je voudrais faire un petit avertissement, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. D'abord, les suggestions et recommandations que je vais formuler, d'ailleurs certaines, vont être assez brutales, hein. Mais d'abord, c'est pas du tout, je ne cherche pas la brutalité, mais je pense que le sujet aujourd'hui mérite quand même que l'on soit direct, hein, qu'on arrête d'avoir cette langue de bois sous prétexte que le sujet nous fait peur. Vous savez, c'est un peu comme sur les religions. On va faire bientôt donc un webinaire qui va être consacré à l'approche des religions devant l'intelligence artificielle. Mais alors là, chers amis, croyez-moi, on touche à quelque chose de très sensible. À la limite, on n'a même pas le droit de s'exprimer et de poser des questions. Eh bien, ça, ici, c'est un petit peu donc la même chose. Il est vrai que j'ai un ton qui va être volontairement provocateur, hein. Moi, j'ai rien à gagner ni à perdre là-dedans. J'essaie simplement d'appeler, encore une fois, donc un chat, parce que je crois que le problème est à la hauteur, c'est vrai, des risques sociétaux qui, à mon avis, ne sont pas pris en compte actuellement, tout au moins pas pris en compte suffisamment. Cela dit,
On peut bien entendu ne pas être de mon avis, c'est certain. Mais donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour discuter, voire pour faire des discussions qu'on pourrait donc faire en direct avec vous, avec des personnes qui ne sont pas donc de mon avis, mais à condition d'être de bonne foi et ne pas chercher donc à démolir systématiquement. Je vous dis, le sujet est vraiment grave et il me semble qu'il mérite une confrontation d'idées, voire opposées et donc très différentes. Bien. Le sommaire rapidement, ben on va se poser d'abord la question, c'est quoi le travail? C'est quoi le travail? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Alors, il y a un certain nombre de raisons à ça. Bien entendu, la plus importante et la plus celle qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est bien entendu donc l'argent. Hein. Il faut bien en gagner de l'argent pour pouvoir vivre, hein. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense que si on se dirige vers une société à 10% d'emplois réels, tout en maintenant les rémunérations, c'est les autres aspects du travail qui vont devenir fondamentaux. Et on va voir que ça va provoquer quand même on va dire des difficultés, ça va provoquer donc des dégâts qui peuvent être considérables. Donc, on parlera de mutation. Donc déjà, on va regarder la réalité des chiffres. Alors, vous savez, c'est très difficile aujourd'hui de dire d'une manière précise quels sont donc les chiffres là-dedans. Alors, ben, j'ai pris ceux de Harvard, j'ai pris ceux du Forum international mondial, un certain nombre de chiffres qui ne sont pas tous cohérents, mais en gros, on voit à peu près quand même vers ce en quoi on va aller. On va évoquer donc l'exposition des métiers. Quels sont les métiers et les trois grands domaines qui font que certains métiers sont plus vulnérables, hein, et bien entendu que d'autres, donc trois grandes catégories. Hein, et on verra avec 2 pages de manière précise quels sont un certain nombre de métiers qui vont disparaître, qui vont être largement donc amputés. Donc nous allons aller, c'est l'objet de notre webinaire, nous allons donc vers une société, en gros les années 2050, dans laquelle il n'y aura plus d'emploi. Donc plus d'emploi réel, hein, encore une fois, hors rémunération. Et je pense qu'il y aura 3 grandes périodes. Hein, une période qui va nous mener maintenant jusqu'à 2030, c'est la poursuite de la stratégie actuelle. De 2030, on ira jusqu'à 2050, où là, on va avoir une réduction du temps de travail qui va être très importante, et puis à partir de 2050, la disparition, donc proprement dite. Je rappellerai 3 points importants. Parce que, bon, on en a déjà parlé, mais je voulais les resituer ici parce que ça me semble essentiel. Hein. D'abord, le rôle des robots. Hein, les robots sont là maintenant. Hein. C'est le bore-out, qui est donc l'ennui au travail, qui va être de plus en plus important. Je pense que ça devrait être aujourd'hui une spécialité psychiatrique. Hein, comment traiter cet ennui au travail dont on dit qu'il génère un grand nombre de suicides, voire 4 fois plus que pour le burn-out, où là, on est occupé trop. Et puis, il y a le problème du paraître. Beaucoup d'aspects du travail aujourd'hui viennent de ça. C'est qu'il faut paraître. Paraître par rapport à ses collègues, paraître par rapport à son conjoint ou sa conjointe, paraître par rapport à ses enfants, par rapport à ses voisins. Alors ça, c'est fatigant, ce truc-là, parce que il y a énormément donc de comportements et on va dire d'attitudes professionnelles qui sont liées à l'emploi, qui sont liées à ça. Donc le fameux paraître. Je ne dirais que ça, je voulais simplement rappeler 3 aspects qui me paraissaient donc essentiels. Alors, quelles pourraient être les stratégies, hein, que je vais proposer, hein, en matière donc de société donc à 10%, avec 10% d'emplois réels? À mon avis, ça sera une catastrophe. Et je vais vous indiquer un certain nombre on va dire, de conséquences de cette société. Encore une fois, c'est pas la rémunération, hein, c'est vraiment le fait de ne plus avoir de travail et d'avoir le sentiment de ne plus servir à rien. Bon, c'est quand même un petit peu gênant. Hein. Donc, à mon avis, ça sera une catastrophe et on verra ça en détail. Je ne donnerai pas de chiffres parce que là encore, c'est extrêmement contradictoire. Je me contente simplement de suggérer
disons, des déviances et des anomalies. Et si vous n'êtes pas de mon avis, à ce moment-là, je serais ravi de pouvoir en discuter. On va regarder rapidement l'évolution géographique des emplois, parce que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Hein, et puis, donc, on pourrait évoquer quelques emplois qui sont liés donc, au numérique. Alors, il n'est pas trop tard aujourd'hui, je m'y prends un peu en avance hein, par rapport à 2050, il n'est pas trop tard, mais il faudrait quand même que les ressources humaines s'attellent au sujet, enfin s'intéressent au sujet, et se disent qu'après tout, c'est jamais trop tard, hein, jamais trop tard. Bon, un chiffre simplement, cette fois-ci, c'est pas un chiffre de marché, euh, il y aurait, paraît-il, de l'ordre de 4 milliards donc, d'emplois sur la planète. Tous ne sont pas concernés, évidemment. Et notre webinaire, lui, il concerne à peu près 1,2 milliard d'emplois qui sont, on va dire, plus des emplois intellectuels, des emplois du tertiaire, vous voyez, c'est plutôt donc cela. Bon, en gros, donc c'est ça. Mais à peu près donc le sommaire que l'on va suivre. Alors, qu'est-ce que le travail? Alors, vous me direz, c'est idiot de poser cette question-là, mais je pense qu'au fond, on ne sait pas tout juste à quoi ça correspond. Et dans la mesure où ce travail va disparaître dans quelques années, eh bien, ces éléments, ce sont ces caractéristiques qui vont effectivement nous manquer. Alors d'abord, je crois que le travail, c'est une quête de sens. On cherche un sens à notre existence, on cherche un sens à ce que nous sommes. Je crois que le travail favorise également le rapport avec les autres. Et si vous voulez, il transforme un être humain en un être social, un être communicant, un être qui ressent les choses, donc un être social. La motivation essentielle, c'est vrai, donc on va dire de l'emploi, c'est donc l'argent. Mais c'est vrai jusqu'à un certain niveau. Je suppose que vous avez tous dépassé donc ce niveau stratégique, hein, à partir duquel on va dire que l'argent devient presque virtuel. Alors, c'est pas tout le monde, évidemment, hein, mais il faut aussi donc faire cette distinction-là. C'est vrai que l'argent permet d'acquérir donc des biens, des services qui contribuent finalement. J'ai acheté ça, je suis propriétaire de ça, donc c'est une caractéristique de ma personne. Les services et les biens que je peux acquérir grâce à ce travail vont donc moduler et façonner l'être que je suis. Vous voyez, alors il y a différentes personnes, il y a des gens qui vont avoir une consommation ostentatoire, mais pour paraître. Ou alors une compensation, un comportement, on va dire, compensatoire, là, lorsqu'ils cherchent par des biens et puis des services à compenser, on peut dire, une vie professionnelle et sociale qui peut-être leur semble insuffisante. Mais ça, c'est le moteur numéro un. Mais il n'y a pas que ça. Le travail, c'est également le rôle identitaire. En général, on est associé à une fonction. D'abord, on est tous directeurs. Vous avez remarqué, on est tous directeurs par rapport aux voisins. Hein. Mais on a une fonction. Et la famille s'associe à cette fonction. On invite des gens qui font partie du microcosme de cette fonction. Vous voyez. Et donc, ce travail, cet emploi a donc un rôle d'identité et rejaillit sur les comportements. Le rôle familial, donc, je l'ai indiqué, c'est quelque chose d'essentiel. Les enfants ont une référence qui est celle de leurs parents, de leur père et de leur mère. Et donc, ils sont, si leur mère occupe tel emploi, eh bien, ils s'associent à cet emploi. Ils en parlent entre eux à l'école. Vous voyez, c'est une espèce identité donc familiale qui est absolument fondamentale. Donc, un rôle sociétal également. Le fait de ne pas être, j'allais dire, un légume, le fait de contribuer par nos impôts et les taxes à la vie de la société, c'est quelque chose qui, pour pas mal de personnes en tout cas, est considéré comme absolument essentiel. Vous voyez, on participe à la vie de la société. Et le travail, donc, permet de faire ça. Alors on dit également que le travail rend heureux. Alors je l'ai mis entre guillemets parce que bon, je sais que c'est quand même contestable, mais c'est vrai. Le travail structure le temps, il impose un cadre, il permet donc d'apprécier aussi les temps libres. Vous voyez. Et donc le fait de travailler, ça vous permet d'apprécier les temps libres. C'est comme être riche. Ça n'a aucun intérêt d'être riche s'il n'y a pas des pauvres. Pardonnez-moi, mais c'est une image hein, que je voulais donner. Donc on a une structuration de notre vie à notre corps défendant, mais
on s'y réfère, c'est notre vie, voilà, de 8 heures ou 7 heures du matin à 6 heures, c'est 6 p.m. ou 18 heures, eh bien, voilà, je fais telle et telle chose. J'ai une vie qui est structurée. Le travail fait ça. Et il y a beaucoup de gens, et ne me dites pas le contraire, et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'une espèce d'ange gardien sur leur épaule qui leur dit maintenant tu fais ceci et tu fais cela. Et le travail donc le permet. C'est pour ça que je dis, entre guillemets, que le travail donc rend heureux. Et d'une manière générale, le travail met en valeur nos qualités. Nos qualités à nous. Donc ça les met en valeur. C'est un facteur donc, c'est vrai, un facteur donc d'épanouissement. Donc ça nous permet de nous réaliser. Alors pas pour tous, je suis bien d'accord, mais c'est quand même souvent le cas. Bon, donc ça c'était le travail. L'intelligence artificielle est donc incontournable. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est incontournable? D'abord parce que il y a des algorithmes aujourd'hui qui sont même plus contestables, hein, pour des tâches répétitives et sans intérêt, on va dire à faible valeur ajoutée. Bon, ce sont des choses qui sont prises en compte et prises en charge par des algorithmes. D'ailleurs, je n'aime pas trop parler d'intelligence artificielle. Moi, j'aime bien parler d'algorithmes qui font des choses. Parce que dans algorithmes qui font des choses, il n'y a pas la notion nécessairement d'intelligence. Je l'ai souvent dit lors de ces webinaires, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Point. Hein, bon. Donc, il y a des algorithmes qui peuvent nous rendre de très grands services. L'IA, ces algorithmes, permettent donc d'accéder à des volumes de données, vous savez, le big data, tout à fait considérable, et d'effectuer des traitements très rapidement et sans aucune concurrence. C'est vraiment quelque chose d'assez fantastique dans certains domaines. Hein, par exemple, vous prenez une foule dans un stade, un outil de reconnaissance de visage, il va vous analyser les 10 000 spectateurs de la tribune opposée en 5 secondes. 10 secondes, allez. Alors que nous, il nous faudrait 3 ans pour faire le même travail. Donc évidemment, il y a des choses qui sont incontournables, mais il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Hein. Et donc, on a une plus grande efficacité. C'est vrai que les algorithmes sont souvent efficaces, c'est bien pour ça qu'on les utilise. Ils réagissent, on dit donc qu'ils sont réactifs donc au changement de contexte. Hein. C'est vrai, ils sont pas, ça ne remet pas en cause fondamentalement. Il y a quand même du codage là-dedans. Donc ils réagissent. Ils permettent de prendre des décisions qui sont souvent améliorées, pas toujours, mais souvent améliorées. Je pense entre autres au domaine médical, mais c'est pas le seul, hein, où vraiment là les algorithmes quand même ne sont pas contestables de ce point de vue et ne peuvent nous apporter donc un plus tout à fait important. Ça nous permet d'optimiser les coûts, de réduire les erreurs, d'éventuellement d'anticiper donc sur les risques que nous prenons. D'ailleurs, beaucoup d'algorithmes d'IA sont utilisés pour ça, dans le domaine bancaire, des assurances, dans le domaine de la santé. Il s'agit de prévenir ce qui pourrait donc arriver. Et donc les algorithmes vont donc modéliser l'avenir, et donc on aura la possibilité d'anticiper sur des dégradations. Remise en cause permanente, après tout, les outils qui sont fondés sur des réseaux neuronaux, par exemple, mais aussi du machine learning, sont d'abord basés sur on va dire, une fonction d'apprentissage. Mais l'apprentissage peut être permanent. On n'est pas obligé de dire, voilà, je fais un apprentissage, paf, je passe à la phase d'inférence, comme on dit. Et non, on peut très bien imaginer que l'algorithme va apprendre en permanence de ce qui va se passer et modifier son comportement que l'on aura prévu par programmation, modifier son comportement en fonction de ce qu'il aura donc trouvé, hein, de ce qu'il aura vu. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Remise en cause, donc, grâce à l'apprentissage. On peut accéder donc à des applications aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a un peu tendance à dire que que ce sont des algorithmes intelligents, mais non, ils sont en général c'est une simulation de comportements qui sont relativement basiques, pas tous. Il y a relativement peu d'algorithmes très complexes qui permettraient alors de dire là, on est sur un niveau, on va dire, d'intelligence quand même élevé. Là, en plus, l'algorithme, heureusement pour lui, donc il a un gros avantage, il n'est pas raciste, il n'est pas xénophobe, il n'est pas antisémite.
Il n'est pas homophobe, hein. Il ne supporte pas l'équipe de football local à Paris du PSG ou du Canadien, donc comme de Montréal en hockey. Bon, ben, il est un peu étranger à ça, ce qui, d'une certaine manière, moi, m'arrange un peu. Bon. Et puis, donc, il n'est pas sujet à des variations donc d'humeur. Et puis, regardez les chiffres quand même. Price Waterhouse indique qu'en 2023, les algorithmes ont boosté, donc amélioré l'économie mondiale, tenez-vous bien, de 15 700 milliards de dollars. C'est-à-dire, pour trouver une référence, la moitié de la dette américaine abyssale, qui est actuellement à peu près de 30 000 milliards de dollars. C'est ça quand même. Donc évidemment, on comprend bien que ces algorithmes sont donc absolument donc incontournables. Alors, le vrai problème, donc on va s'attaquer donc à ce vrai problème maintenant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le sujet est très sensible, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus éluder le sujet. Vous verrez, quand vous regardez, si vous cherchez un peu sur des moteurs de recherche ou vous regardez sur des réseaux sociaux, vous aurez assez peu de personnes qui ont du pouvoir et qui s'avancent un peu dans ce domaine. C'est un terrain brûlant, il vaudrait mieux ne pas, voyez, pas aller trop vite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une société donc à 10% d'emplois réels? D'accord. Eh bien, ma définition, c'est une société dans laquelle l'être humain n'est plus l'acteur principal dans son périmètre d'activité. Alors, soit il est carrément remplacé par des algorithmes, soit il est aidé plus ou moins par ces algorithmes, par des assistants, des chatbots, tout ce que vous voudrez. Alors maintenant, on peut dire qu'à partir de, mettons, 50% du temps, jusqu'à 50% du temps, eh bien, l'homme et la femme sont encore majoritaires, les êtres humains sont majoritaires. Mais c'est ça, hein, c'est le moment, enfin, c'est une société dans laquelle l'être humain n'est plus majoritaire et n'est plus l'acteur principal, on va dire, dans son périmètre d'intervention. Alors, je pense qu'on a fait une erreur au départ quand on s'est lancé là-dedans, mais ça ne remonte pas d'ailleurs uniquement à 1974, avec le lancement de l'intelligence artificielle par John McCarthy lors de la fameuse réunion de Dartmouth aux États-Unis, mais ça remonte au système expert, donc aux années 50, 60, donc il y a longtemps que l'on parle de tout ça. Mais depuis toujours, on ne parle que de développer. On est ébahi d'admiration devant ces machins-là, qui, c'est vrai, font des trucs qui sont assez intéressants. Mais ils ne s'inquiètent pas, ou ne s'inquiètent pas des conséquences que ça peut avoir sur la santé morale, sur la santé physique, et puis, bien entendu, donc, sur l'emploi, qui est donc le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Bon. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que d'abord, il faut bien distinguer, et ce n'est pas toujours le cas avec les observateurs, les emplois qui sont carrément supprimés. On dit qu'il y en aura entre 350 millions et 800 millions qui seront supprimés, et ceux qui ne seront que impactés, avec on va dire une influence plus ou moins grande donc, de l'intelligence artificielle. Alors, on a un peu tendance à vouloir se rassurer aujourd'hui en disant, après tout, les observateurs sont trop pessimistes, c'est ce qui est un peu vrai, hein. Ils sont un peu pessimistes et il n'y aura pas autant de remplacements qu'on le prévoit. D'abord, il y aura beaucoup on va dire, d'emplois nouveaux, sauf que ce n'est pas dans le même domaine, hein. Et vous voyez, donc, on se rassure un peu comme ça. Mais moi, je prétends que les conséquences, que les ravages que va faire une société avec des sous-emplois, voilà, vous voyez, très peu d'emplois vont être des ravages, vont être absolument terribles. Et je ne parle pas des emplois qui seront purement remplacés. Vous voyez, je parle de ceux qui seront modifiés. Si je deviens un assistant de l'assistant d'intelligence artificielle, il y a quand même un côté un peu ridicule dans la situation. Donc, vous voyez, ça, c'est le vrai problème. Essayez de regarder, de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer donc, dans une société de faible emploi. Vous remarquerez que les ressources humaines, un peu trop souvent, passent au-dessus du sujet, hein. Elles sont peut-être, à mon sens, c'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Elles se préoccupent, on va dire, de quotidien et de court terme, mais ça, je trouve que ce n'est pas suffisamment donc traité. Alors, quelques chiffres, bien entendu, je sais que vous en êtes très friands, hein. Alors,
ils sont parfois un peu contradictoires, mais on peut en rappeler quelques-uns. D'abord, j'ai trouvé que je vous recommande d'aller regarder du côté du Forum international. Je vous ai mis ici en bas à gauche quelle est l'URL pour y accéder. Le Forum international de Davos a fait une étude sur l'emploi dans le futur qui est absolument remarquable. Vraiment, vraiment remarquable. Je crois que c'est l'une des meilleures études que j'ai pu consulter donc jusqu'à maintenant, et donc je vous recommande donc d'y aller. Alors elle est grosse, hein, c'est un truc avec plein de schémas. Bon, ça peut aussi vous aider à dormir le soir, hein, mais c'est vraiment très très bien fait. Alors il y a une statistique qui est indiquée par Goldman Sachs, qui est intéressante parce qu'elle montre, elle diversifie, on va dire, l'influence de l'intelligence artificielle en fonction des grandes catégories de métiers. Par exemple, il dit que 45% des employés de bureau et personnel administratif vont être impactés, plus ou moins, mais seront impactés. 31% des techniciens et professions donc intermédiaires. Ils disent que 29% donc seront des cadres. Oui, c'est quand même s'inquiéter de ça. Pour l'ensemble de l'emploi, d'après eux, c'est 24%, mais c'est à court terme, ça. Hein. 24%. Les ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la pêche, etc., c'est 21%. Vous voyez quelques chiffres qui permettent un tout petit peu de positionner et d'avoir les idées un peu plus claires. Alors, le Forum économique et mondial, lui, il indique que d'ici 2030, d'après lui, 92% des emplois seront donc supprimés du fait de l'IA ou largement impactés du fait de l'IA. Mais attention, ce sont d'après lui, les 1200 milliards, pardon, non quand même pas, les 1,2 milliard d'emplois sur la planète qui sont concernés par ces algorithmes. 1,2 milliard. Ce qui veut dire qu'il y aurait à peu près donc 92% donc de ces emplois qui pourraient être concernés à plus ou moins long terme. Hein. Et ils disent également que 41% donc des entreprises ont prévu ou ont l'intention en tout cas de réduire donc leur main-d'œuvre aujourd'hui dans les prochaines années à cause de ce phénomène donc d'intelligence artificielle. Mais le Forum international précise également que 170 millions donc d'emplois, qui est assez contradictoire à ce que indique d'ailleurs le Harvard, hein, vont être créés, donc des nouveaux emplois dans des domaines un petit peu différents. Et je vous en indiquerai un certain nombre avant de terminer donc ce webinaire. Du côté de Harvard, eux, ils disent qu'il y aura autant de jobs qui seront créés qu'il y en a qui seront donc détruits. Pourquoi pas? Il dit que 60% donc des emplois de la planète comportent au moins 30% de tâches qui pourraient être automatisées, mais que 5% de ces tâches ont déjà été donc automatisées. Alors, ils disent que 6 domaines professionnels sur 10 verront 30% de leur activité impactée par l'automatisation d'ici 2030, c'est-à-dire demain matin. Donc, c'est quand même des chiffres. Alors, eux, ils ramènent ça à 2,6 milliards donc, de travailleurs de la planète, ouais, c'est un peu contradictoire, hein, qui représentent, d'après eux, 800 millions donc, de jobs. Hypothèses hautes qui vont être donc impactées et on va dire 400 millions hypothèses basses. Alors, il y a du côté de la génération automatique, vous savez, la génération IA, les chats GPT et compagnie, il y a un chiffre intéressant qui est celui de Brookings Institution. Donc, c'est la génération, d'après eux, eh bien, va perturber et améliorer les tâches de 30% des travailleurs du savoir dès maintenant. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, il suffit de regarder ce qui se passe à l'école, hein, c'est quand même assez incroyable. Et donc pour Goldman Sachs, hein, eh bien donc 300 millions de jobs seront donc concernés à court terme. Écoutez, c'est quand même considérable. Et ce n'est pas non plus dans 2000 ans. Et si on ne se prépare pas maintenant, on demande aux ressources humaines donc de nous préparer, eh bien, on ne sera pas prêt lorsque le phénomène va devenir impactant. Alors maintenant, on pourrait évoquer donc la fameuse vulnérabilité des métiers. Alors, je vous indique ici 3 grandes catégories donc de métiers, plus ou moins donc impactés, d'emplois hein, qui sont plus ou moins impactés. Alors, il y a d'abord les emplois répétitifs. Ceux que l'on évoquait tout à fait au début, à faible valeur ajoutée, qui ont la caractéristique d'être fondés sur des règles claires.
je remplis un formulaire, ben voilà, je remplis un champ, c'est une date, c'est pas autre chose. Là, je rends un champ, je saisis un champ alphanumérique. Vous voyez, là, les règles sont claires de remplissage. Bon, il n'y a pas d'interprétation ici cognitive à faire. Alors évidemment, ils sont les plus exposés. Tout ce qui est saisie de données, on va dire les tâches comptables de base, des services éventuellement clients de premier niveau sont concernés. Et d'après McKinsey, 50% donc de ces activités seront prises en charge par un algorithme. Alors, si je pratiquais ce genre de métier, eh bien, je m'inquiéterais quand même aujourd'hui fortement. Ensuite, vous avez des métiers qui sont mieux protégés. Là, ce sont les emplois qui font appel à des caractéristiques humaines, des caractéristiques cognitives, voyez, et donc, et qui peuvent éventuellement intervenir d'une manière, on va dire, plus ou moins indépendante, encore que j'aime pas trop ce mot indépendance dès que l'on parle d'intelligence artificielle. On parlera d'émotion, de créativité, d'inventivité débridée, on parlera de rupture avec la fameuse doxa actuelle en vigueur, hein. Et donc, on fait des choses différemment que de ce dont on parle actuellement. C'est la liberté comportementale. Ça, ce sont on va dire, des comportements qui sont extrêmement difficiles donc à simuler par un algorithme et qui pourraient, d'une certaine manière, constituer un pare-feu, une protection à beaucoup de métiers, hein, quand on fait appel à des caractéristiques cognitives. Bon, et enfin, donc il y a à l'inverse de ça, lorsque on recherche fortement donc des critères d'efficacité opérationnelle, on cherche des performances, des économies de coûts. Là, vous tombez réellement dans des tâches qui sont bien souvent traitées par des algorithmes. D'après Oxford University, donc 47% des emplois qui sont fondés sur ces critères, eh bien, vont disparaître donc dans les 2 décennies à venir. Donc, vous voyez au fond 3 grandes caractéristiques. Ce qui est basé sur des règles, ça, c'est fini. Ce qui est basé sur, on va dire, la recherche de performance et d'efficacité et d'économie, beaucoup vont disparaître. Par contre, ce qui demande des qualités, on va dire, des qualités cognitives, là, on est encore protégé pendant quelques temps. Alors, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais vous donner, faire une petite cartographie de certains métiers, hein, qui pourraient donc disparaître. Alors, par exemple, les caissières, alors j'en ai souvent parlé de ce métier-là, caissière donc en grande surface, c'est un métier qui d'abord est ingrat, hein, et donc on aura avec les nouveaux systèmes de check-out, donc de contrôle en sortie, tel que l'imaginent donc des entreprises telles que Amazon, avec son système qui s'appelle Go, les caissières, c'est fini, hein. Bon, alors, j'ai osé dire une fois que en les transformant, quand on dit caissière ou caissier, hein, il n'y a pas de sexisme là-dedans, si on les transforme en assistants de vente, ça peut être une bonne chose parce que c'est un métier extrêmement difficile et ingrat. Au niveau des tâches manufacturières, les algorithmes et les robots sont très représentés maintenant. Bon, je ne suis pas obligé de le rappeler. C'est évidemment imparable. Et d'après Davos, toujours le Forum international, d'ici 2030, il devrait y avoir encore en plus de chaînes de montage et de traitement manufacturiers qui seront pris en charge par des robots. Et c'est vrai, on fait des progrès récemment extrêmement forts. Au niveau des systèmes de surveillance, des métiers de la surveillance, les systèmes d'intelligence artificielle sont beaucoup mieux adaptés, hein, pour surveiller la reconnaissance faciale, l'analyse comportementale, les caméras, vous voyez, voilà, la connexion directe avec les autorités de référence. Je veux dire, on ne pourra jamais faire mieux qu'eux, hein, des algorithmes. Les analystes, la même chose. Tout ce qui est analyse, tout ce qui est capable de fonder des analyses sur des grands volumes de données, les algorithmes sont imparables. Les prescriptions médicales, là, je me situe au niveau le plus bas de la prescription, avec on va dire, des fichiers ou des serveurs dans lesquels il y a toutes les informations qui me concernent moi. C'est quelque chose qui va se développer dans le futur, même si certains pays, comme la France, sont très réticents à ça pour des questions de données personnelles, ce qui se comprend d'ailleurs, hein. Mais dans le futur, ce ne sera pas ça. Les prescriptions médicales de premier niveau, elles se feront directement avec des personnes qui connaîtront votre historique et à qui on va indiquer donc
les symptômes que vous ressentez. Donc ça va complètement changer. On va dire la chaîne médicale va complètement changer dans le futur et va ressembler, ce que l'on peut regretter, vu du côté européen et français, ressembler beaucoup plus à ce qu'on trouve au Canada ou aux États-Unis. Euh, c'est assez dommage, hein, on va dire la médecine de proximité remplacée par des algorithmes. Les correcteurs en tout genre, il y en a de toutes sortes. Là, c'est pareil. Un algorithme sera beaucoup plus à l'aise. Correction, donc, de toutes sortes. Les services de livraison avec les drones. Alors, je dis pas qu'on va tout livrer, hein, on va pas livrer des chars d'assaut avec ça. Mais sur des courtes distances et pour des produits qui s'y prêtent, bah, je n'aurai plus besoin d'avoir de services de livraison que l'on connaît actuellement. Donc, beaucoup de métiers, donc, d'emplois qui vont disparaître. Des conducteurs de camions et de taxis. Alors, on peut penser qu'avec l'arrivée donc des véhicules autonomes, un certain nombre on va dire, de ces métiers pourraient disparaître. Je ne suis pas très convaincu de la pérennité on va dire, de ce type de véhicule, bon, pour d'autres raisons. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des pays aujourd'hui dans lesquels eh bien, les chauffeurs de taxi sont déjà remplacés, ou fortement remplacés, par des espèces de véhicules autonomes qui sont un petit peu des autobus, puisqu'ils vont, euh, on va dire, circuler sur des itinéraires qui sont assez prévus à l'avance. Bon, vous voyez, ces métiers-là, ils vont largement disparaître. Et là, je ne vais pas revenir dans le détail de tout ceci, mais je pourrais les rappeler. Tout ce qui est accueil en entreprise, alors, vous me direz, je préfère avoir affaire à un monsieur ou une dame qui est un être humain, mais en général, il est aidé par des outils, par des algorithmes à travers son écran. Euh, quelle est, on va dire, la liberté que conserve la personne qui se trouve à l'accueil? Elle n'est pas très importante. Et donc, c'est déjà quelque chose qui, pas superficiellement, vous voyez, au moins existe déjà, donc quelque chose donc, a déjà disparu. Le télémarketing, vous voyez, vous avez vu maintenant, vous vous faites harceler en permanence 15 fois par jour par des algorithmes qui vous demandent est-ce que vous chauffez au gaz? Vous répondez non, je suis supporter de l'équipe du Canadien de Montréal. Il vous dit je n'ai pas compris votre question, votre réponse. Bon, ça commence à bien faire, ça. Hein. Bref, donc ça n'arrête pas, mais ce sont des algorithmes maintenant, et non plus donc des personnes. Vous avez vu, il y a eu deux périodes. Hein. On a eu la période où on avait des personnes spécialisées chez nous qui faisaient ce travail dans les entreprises. Après ça, on a sous-traité dans des pays exotiques en Asie du Sud-Est, voire en Afrique du Nord. Et puis maintenant, ce sont donc des algorithmes. Les services clients, hein, de plus en plus virtuels. Les comptables, pour une bonne partie, on va dire, de leurs tâches, sont déjà remplacés maintenant. Les journalistes, quel est le journaliste, dites-moi aujourd'hui, qui écrit un article sans aller regarder ce qu'il y a dans le chat GPT? Ils y vont tous. Hein. Alors ils disent que c'est pas vrai, mais moi j'affirme que c'est vrai. Ils y vont, ne serait-ce que pour pas oublier quelque chose de fondamental. Donc quelle est la fonction, donc, le métier donc de journaliste? Vous voyez, hein, c'est quand même très, on va dire, très remis en cause aujourd'hui. Les enseignants, c'est pareil. La préparation des cours. Alors, c'est vrai qu'en surface, on a l'impression que c'est toujours le même. Mais derrière tout ça, il y a un tas d'algorithmes et un tas d'assistants qui vont aider l'enseignant, le professeur, donc à préparer son cours. Vous voyez, les juristes, on est exactement dans le même domaine, Donc vous voyez, vous pouvez reprendre tous ces métiers-là. Il y en a d'autres, hein, il y en a même des centaines qui vont être au moins remplacés à 50%, et ceci à très court terme, dans les années qui viennent, on va dire, en gros, jusqu'à 2030. Alors, je prévois, pour arriver à cette fameuse société que je crains énormément, hein, je prévois donc trois étapes dans la réorganisation de l'emploi, euh, et ceci donc à destination plutôt des ressources humaines. La première période, c'est celle que nous vivons maintenant, de 2025 à 2030. Là, on a une sorte de survie artificielle par le partage donc du temps de travail. Donc, on essaye de s'en sortir comme ça. C'est une poursuite donc de la stratégie donc courante. Je pense que cette stratégie est déconnectée de l'évolution technologique.
Et en particulier, le temps de travail sera remis en cause donc demain. Alors c'est vrai que c'est la doxa syndicale, et contre laquelle c'est difficile de se lever, mais je pense que ça ne correspond pas à terme, tout de suite, à terme, donc à ce que va devenir donc le monde du travail. On continue donc à former trop de monde sur des postes condamnés, en partie, voyez, ou alors en totalité, la production, le développement donc dans la programmation, hein. Les ressources humaines, alors ils ne sont pas toutes comme ça, bien entendu, mais sont trop souvent arc-boutées sur des vérités qui sont dépassées. Et donc avec un management qui est orienté finance, et donc on ne se comprend pas. Et elle ne traite pas le problème qu'elle devrait donc traiter. Et je pense qu'il y a un décalage de 10 ans entre les décisions qui sont prises et la réalité du terrain. Voilà. Donc, en plus, une faible anticipation donc, sur l'emploi à long terme. Il y a un gros travail à faire du côté des ressources humaines, à mon sens, hein. Bon. De 2030 à 2050, là, on aura une réduction forcée du temps de travail. Donc, le temps de travail, on le réduit, nous disent les syndicats. Sauf qu'à partir du moment où il se réduit l'epsilon tendant vers zéro, diviser donc epsilon par un certain nombre, ça vous donnera des epsilon encore plus petits. Hein. Donc c'est quand même très inquiétant. Et maintenir coûte que coûte les niveaux de rémunération, ça il faut le faire, bien entendu. Enfin, il faut essayer de le faire. Mais le temps de travail, ce ne sera plus le critère. C'est ça, il faut absolument qu'on se déconnecte, qu'on se débranche de cette notion de temps de travail sur lequel est fondée la rémunération. Et il faudra plutôt se baser sur la réalisation d'une tâche, celle-ci pouvant être assurée en partie par un être humain et en partie donc par un algorithme. Et donc je pense, moi, que cette réduction du temps de travail, qui est prônée dans beaucoup de pays, eh bien, elle est intenable à terme. Hein. Bon, en plus, je trouve que pour en avoir discuté quand même avec un certain nombre, je trouve que ça manque souvent de courage politique, voire d'incompréhension de ce que sont réellement donc les algorithmes donc d'IA. Bon, moi je pense qu'il y a des décisions structurantes à prendre maintenant. Il faut absolument le faire. Et donc réunir tout le monde et dire voilà où on va. On peut se tromper, mais pas en totalité. Comment on se prépare? Et donc, au-delà de 2050, disparition des emplois et on sera donc dans une société à 10% donc d'emplois réels. Alors, je pense que c'est une situation qui est quand même la conséquence, on va dire, la volonté des prestataires américains, et entre autres des GAFAM, qui nous ont amenés, on va dire, dans un paysage qui les arrange du point de vue financier et du point de vue revenu. Mais nous, ça ne nous arrange pas forcément. Hein. Personne n'ose anticiper, vous voyez, avec les GAFAM, une société donc à 10%. Quand vous leur posez la question, ils vous disent, mais non, vous allez simplement devenir plus productif, vous allez faire plus en moins de temps, disent-ils, mais c'est pas vrai. Hein. Donc, je pense que l'erreur originelle que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'on s'est laissé beaucoup trop éblouir par une simulation que je crois approximative donc de l'être humain. Vous voyez, il faut repenser cette société de profit avec peu de travail réel. Et donc, qu'est-ce que l'on va rémunérer? Le temps ou la tâche? Question donc qui est en suspens maintenant. Et donc, la rupture, je la prévois pour 2050. Cela dit, on peut se tromper, comme toujours. Hein, je pense que la rupture se fera bien avant. En tout cas, il faudrait s'en préoccuper bien avant. Alors, je passe rapidement sur les trois sujets donc, qui nous viennent ici, parce qu'on en a déjà parlé. Moi, je voudrais d'abord qu'il ne faut pas oublier donc, la forte présence donc, des robots. Alors, il y a des chiffres qui sont quand même assez inquiétants. Je rappeler ici les chiffres de l'OCDE. Hein. D'après eux, la population professionnelle impactée par ces robots, eh bien 58% donc, ont plus de 65 ans. Et il n'était que 18% en 1970, disent-ils. Je vois que Beata Borston-Foldi a levé la main, donc si vous permettez, je répondrai donc tout à l'heure. On va continuer sur ce sujet. Donc, vous voyez, donc 58% de repli. Globalement, un employé sur 7 est autonome et un employé sur 9 occupe un emploi temporaire, d'après donc l'OCDE. Depuis 2020, plus de 30% des jobs ont été automatisés donc par des robots, et ça rejoint un peu les 30% en plus qu'évoque donc Harvard. 15%
à 30% des jobs ont une forte probabilité d'automatisation. Alors on parle de cobots, bon, ça on l'a déjà donc évoqué. Donc il y a maintenant donc des robots, il faut s'habituer à eux, hein. Mon collègue est un robot, donc pourquoi pas. Bien. Le bore-out, là aussi j'en ai souvent parlé parce que c'est tellement quelque chose d'inquiétant que je pense que ça avait tout à fait sa place ici dans l'évocation de ce que serait donc une société demain donc dans laquelle il y aura du bore-out et la fameuse maladie donc de l'ennui. Alors on en a parlé, c'est le fait que je n'ai plus rien à faire ou presque plus rien à faire. Donc au début ça m'amuse parce que je peux lire le journal. Mais au bout d'un certain temps, je ne le supporte plus. En me rasant, en me maquillant le matin, j'accepte plus, je refuse de me voir dans la glace. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement des dépressions monumentales et donc souvent donc des suicides dans ce domaine. Voilà. Parce que, encore une fois, contrairement à ce que disent les gens du GAFAM, hein, l'objectif de la technologie, c'est pas de libérer les personnes du joug du travail. Je pense que c'est une erreur, ça. Hein, mais de les positionner d'une manière favorable en termes d'identité et d'intérêt, ce que j'essaye donc de démontrer aujourd'hui. Bon, mais je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui ne seront donc pas du tout d'accord. Bon, histoire peut-être de se consacrer des tâches qui seraient plus intéressantes. Moi, je crois qu'on a ouvert la boîte de Pandore donc avec ça, et que aujourd'hui et surtout demain, on va donc en supporter les conséquences qui pourraient être dramatiques. Hein, aujourd'hui, avec l'IA, plus vous délirez, plus vous êtes crédible. Hein. Il faudrait quand même revenir un tout petit peu donc, sur Terre. Bon. Alors, j'ai rappelé quand même les définitions de ce que sont donc le burn-out. Vous connaissez bien, trop de travail, le bore-out, donc là, la maladie de l'ennui, hein. Et puis, on a également le burn-out. Et ça arrive souvent, ça. Le burn-out, c'est quand je travaille dans des entreprises extrêmement hiérarchisées, je ne sais pas à quoi sert mon travail. Je fais des choses, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes qui visse un machin, puis il en visse un autre, et encore un troisième, tout le temps. Mais on ne sait pas à quoi ça sert. Donc au bout d'un moment, vous dites, bon, la barbe, hein, je me sens plus concerné. Et c'est vrai que on peut dire c'est une déviance, c'est une maladie, le burn-out qui est quand même extrêmement donc délicate. Alors en Europe, et particulièrement donc en France et pays latins, le bore-out, on en parle très peu. Parce que, vous voyez, ça ressemble un petit peu à une longue maladie. Et puis, au fond, c'est un échec. C'est un témoin d'un échec. On n'a pas réussi à préserver, on va dire, la place des gens et surtout de préserver leur identité dans l'entreprise. Bon, ouais, donc ça, j'ai rappelé, donc c'était le bore-out. Et quant au paraître, le fameux paraître que j'évoquais, ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Hein. On travaille, maintenant on travaille pour sa famille, pour ses voisins. Mais ça n'a pas de sens. On travaille parce que le travail est intéressant, parce qu'il nous permet de gagner de l'argent, d'acheter des choses, de faire plaisir à, etc., d'acheter une maison, ça oui. Hein. Mais là, c'est une manière d'exister, non seulement par rapport à soi-même, mais par rapport à l'environnement. Et ça va se développer. Hein. Le fait du télétravail, le fait, je l'ai déjà dit, le fait de dire je ne me maquille plus, je ne me rase plus, et je ne prends plus ma voiture pour aller au travail, je reste à la maison pour beaucoup, et en particulier pour les enfants, c'est une marque de chômage. Hein, mon papa, il est au chômage, il ne va plus au travail. Ce qui n'est pas vrai. Et ça a été un obstacle quand même assez net qu'on a constaté donc, pour l'implantation, on va dire, donc, du télétravail. Bon. Alors, le travail ne répond donc pas uniquement donc, à la nécessité de survenir donc, à nos propres besoins, mais à des codes de société. Vous voyez, on se déplace pour aller au bureau. Vous voyez, on est présentable. J'ai mis une cravate ou vous voyez, je me suis coiffé, je me suis rasé. La position hiérarchique dans l'entreprise rejaillit sur celle qu'on occupe dans la société. Évidemment, je suis cadre, donc je ne parle pas au non-cadre. Écoutez, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas me demander l'impossible. On a des situations ubuesques qui n'ont aucun sens, mais qui viennent de là. Notre positionnement issu de notre, on va dire, profil de travailleur, et donc, ces comportements sont issus de ça, mais ils ne viennent pas nécessairement donc de nous. L'important est de paraître. Hein, comme je le disais tout à l'heure,
on est toujours chef de quelque chose, on est toujours directeur, on est tous directeurs. Je ne sais pas qui fait le travail, hein, mais on est tous directeurs parce que c'est très valorisant. Cela dit, il y a quand même un côté un peu rassurant, c'est que les nouvelles générations sont quand même moins sensibles, on va dire, à ce positionnement. Mais ces trois choses-là, vous voyez, il faut bien les avoir en tête parce qu'elles seront ce seront des critères fondamentaux et très importants qu'on trouvera dans cette société, donc à 10%. Alors, quelles sont les stratégies? D'abord, bon, la stratégie sociale. Il faut maintenant avoir donc une stratégie à 10 ans, 20 ans ou 30 ans sur la manière de rémunérer donc les personnes dans une entreprise. Je disais tout à l'heure que personnellement, je ne crois plus au temps de travail, qui est un leurre, hein, mon point de vue, et beaucoup plus donc la fonction, parce que la fonction, si elle est assurée, quelle que soit la manière de le faire, on pourra donc rémunérer les gens comme avant. Hein. C'est pas pour autant, il y a moins de travail qu'on ne fera pas moins de services ou moins de produits. La stratégie d'entreprise, il faut qu'elle réponde à une question de fond. Alors là, une question qui va encore vous choquer, pardonnez-moi, mais il faut se poser la question. À quoi sert une entreprise? Est-ce qu'elle sert à créer de la richesse ou à créer des emplois? Dans certains pays, l'entreprise a un rôle social. Elle est là pour créer des emplois. Dans d'autres, elle crée de la richesse dont les conséquences vont être la création d'emplois. Mais c'est pas pareil. Or, aujourd'hui, on est dans une situation qui est très floue et qui devra absolument être éclaircie dans les années à venir avec, encore une fois, le déferlement des algorithmes. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, alors c'est un problème de fond qui est toujours contourné. Hein. Alors, les entreprises, il va falloir faire un inventaire, ce qu'on n'a pas fait, un inventaire hors posture officielle, un inventaire donc des tâches qui existent réellement, casser les leurs, vous voyez, les réunions qui servent à rien, les déplacements à Libye, les faux emplois, etc. Il faut maintenant regarder ça de près et ne pas attendre ou ne pas laisser ça à son successeur. Voyez, encadrer donc le télétravail qui ne doit pas être un prétexte. Aujourd'hui, le télétravail est très utilisé, mais pose un souci dans la mesure où maintenant on commence à revenir donc au bureau. C'est la mise en adéquation des formations dans l'entreprise. Il ne faut plus former sur des métiers qui vont disparaître. Vous voyez, et former maintenant, se préparer donc sur l'avenir. Vous voyez, mettre en place, ça c'est au niveau d'une entreprise, une médecine spécialisée, parce que vous allez voir, je vais en parler dans quelques instants. Donc vous allez voir un peu les désagréments que vont provoquer que va provoquer cette évolution. Eh bien, il va falloir le traiter aussi bien physiquement que psychologiquement et que psychiatriquement. Donc il faut une nouvelle médecine d'accompagnement qui existe en partie, on va dire, par petits morceaux, mais qui n'est pas encore très considéré. Hein. Bon, et donc il va falloir, à mon avis, que l'entreprise pense à revaloriser l'intérêt du travail. Vous voyez, bon, ça c'est une stratégie d'entreprise. Maintenant, la stratégie personnelle. Après tout, on le voit d'ailleurs au Canada et aux États-Unis, il y a un fort mouvement vers la création d'entreprises, pas forcément des grosses entreprises, hein, de manière à être son propre patron. Et moi, j'ai vraiment constaté une distinction, enfin une différence très nette entre les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs ou on va dire, canadiens avec les entrepreneurs européens. En France, en Italie, en Angleterre, on est quand même plus frileux. Hein, peut-être parce qu'il y a plus de chômage, bon, il y a des raisons à ça, hein, mais c'est quand même pas la même chose. Eh bien, cette création d'entreprise pourrait être, on va dire, un argument, un élément d'une stratégie donc personnelle. Bon, voilà, donc quelques idées. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Là-dessus, on va passer un petit peu de temps. Une société à 10%, de mon point de vue, elle serait une catastrophe, même si on maintient donc les revenus. D'abord, le syndrome du légume. Définitivement, je pense qu'on n'est pas fait pour s'avachir devant une télévision, devant un récepteur de télévision. On n'est pas fait pour ça. Combien de futurs retraités disent vivement le temps ou le moment où je vais partir en retraite, je vais pouvoir m'organiser. 6 mois après, vous les retrouvez devant la télévision avec le verre de whisky à la main et c'est devenu des légumes. Et c'est malheureusement beaucoup trop souvent le cas. Or ça, c'est une conséquence terrible, très grave.
donc la société à 10%. C'est augmentation de la délinquance, et ça va surtout toucher les jeunes. C'est une évidence. Aggravation des niveaux, des inégalités, hein, et ceci au niveau mondial. C'est le FMI qui dit ça, le Fonds monétaire international. Et donc, aggravation des inégalités, explosion du bore-out, ça j'en ai déjà donc parlé, destruction de la cellule familiale avec augmentation des divorces. C'est la poursuite de la dérive des naissances. On préférera de plus en plus, comme ça commence à être le cas maintenant, on va dire, on préfère reporter notre affection sur un animal plutôt que d'avoir des enfants. Un pays comme l'Italie actuellement se réveille, ils n'ont plus d'enfants. Ah, par contre, ils ont beaucoup de chiens. Bon, enfin, c'est une caricature, une image, hein, vous me pardonnerez, bien entendu. Donc, poursuite de la dérive, on va dire, des naissances, échec de la civilisation des loisirs, parce qu'on s'est dit, je vais être en retraite, c'est parfait, j'aurai plus de travail à faire, mais je vais pouvoir me promener, vérifier. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui le font, mais pour la grande majorité donc, des loisirs, ils sont souvent, enfin, ils sont liés, on va dire, à la culture. Beaucoup de loisirs sont liés à la culture. C'est pas uniquement se faire retirer le nombril au bord de la plage. Or, la culture, elle est particulièrement inégalitaire. Ça veut donc dire que que les loisirs vont être inégalitaires. Si vous allez visiter la vallée des rois, ce que j'avais déjà évoqué, donc en Égypte, mais que vous ne prenez pas si on n'a pas le minimum de réflexe de s'interroger sur le monde des morts tel qu'ils étaient pratiqués et conçus et imaginés par les Égyptiens, vous allez rien comprendre. Alors, si c'est uniquement pour aller voir des pierres, bah, autant aller sur un chantier de travaux publics. Hein. Bon, donc inégalité devant la culture, donc inégalité devant les loisirs. Et ça va s'accentuer, ça va se voir avec cette société à 10%. Bon, augmentation des comportements psychomatiques. Ah, je suis malade. Je suis malade, j'ai mal au crâne, j'ai mal au bras, j'ai mal partout, mais c'est pas vrai. Augmentation donc de ces comportements. On aura abaissement général du niveau intellectuel, du fameux QI. Pourquoi? Parce qu'on ne se remet plus en cause et que le cerveau s'est endormi. Et on le voit déjà maintenant. Hein, donc, c'est quand même assez épouvantable. Augmentation des déviances liées à un usage permanent du virtuel et des réseaux sociaux. Ça, c'est pas la peine d'argumenter là-dessus, on voit bien ce qui se passe. Quand on regarde certains dialogues ou discussions sur les réseaux sociaux, mais ça fait frémir. Hein, c'est effroyable. Donc, c'est encore quelque chose qui va augmenter. Rapidement, on va perdre notre savoir-faire. Augmentation de la précarité professionnelle. Et puis, un risque évident d'abus des entreprises du fait de la fragilité des positions occupées par les personnes. Une dépendance technologique absolument certaine qui aura le même effet qu'une drogue. Hein, aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Et puis, développement donc de sous-emploi, ce que j'évoquais tout à l'heure, sur l'idée d'assistants aux assistants. Écoutez, chers amis, vous croyez vraiment que notre destin est de devenir un assistant d'un assistant? Je ne crois pas. Eh bien, pour que ça n'arrive pas, il faut se préoccuper de ce cheminement, de l'organisation donc de cette société. Bon, alors, pour terminer, je vous ai mis deux, trois pages avec ici l'évolution géographique des emplois en fonction, on va dire, du produit intérieur brut. Alors, on voit où se positionne la France donc, et le Canada ici. Là, ce sont les jobs exposés donc en pourcentage. Hein. Donc, on voit que les pays ne sont pas du tout dans la même situation. Alors, ça peut vous servir éventuellement dans un dîner en ville, mais ça montre quand même qu'il y a une grande différence donc, entre les pays. Vous avez ici quelques métiers donc nouveaux qui sont liés au numérique. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Donc le médecin numérique, le chirurgien numérique, le psychologue numérique, les thérapeutes de fin de vie, les religieux numériques. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Les administrateurs des villes intelligentes, etc. Donc vous avez une description donc de ces jobs, bon, qui vont peut-être nous mettre du beau mot au cœur, puisque dans le même temps, il y aurait une disparition quand même très importante de ces métiers. Et alors, pour terminer, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas trop tard. Mon webinaire aujourd'hui n'est pas encore décalé. Il y a quand même un certain nombre d'idées qu'il faut reprendre maintenant et sur lesquelles il faut se focaliser.
D'abord, il faut changer de mentalité et ne plus considérer qu'un emploi est attribué à vie. Alors, je sais qu'il y en a qui hurlent lorsque je dis ça, mais les pays qui le pratiquent ne peuvent pas constituer des îlots dans une mer et dans un océan qui pratiquent les choses différemment. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis simplement que c'est un obstacle pour cette fameuse société demain. Il faut essayer, on va dire, de favoriser et d'enclencher des projets structurants au niveau gouvernementaux qui sont, de ce point de vue, celui que j'évoque depuis une heure, qui sont les projets gouvernementaux, les gouvernements qui sont souvent mauvais, que dis-je, très mauvais. Hein. Des moteurs de recherche qui devraient bon, on ne va pas laisser ça uniquement aux Américains, des plateformes de génération IA, de cloud, parce qu'il faut réduire absolument notre dépendance aux grands frères américains, je parle des États-Unis, on le voit bien actuellement avec les plaisanteries douteuses du président donc, Donald Trump. N'accepter les technologies IA que elles sont véritablement indispensables. Sanctionner les recours abusifs à la génération IA, voire l'interdire. Et au contraire, favoriser tout ce qui va concerner la curiosité, la recherche, l'intérêt des contenus, tout ce qu'on essaye d'effacer actuellement. Faire de la paranoïa par rapport donc, à l'intelligence artificielle une protection de base. Je pense que ça devient une qualité. Appliquer à l'IA une règle que l'on utilise en aviation légère. En aviation légère, les petits avions, vous avez donc des instruments et vous avez le GPS. Eh bien, vous n'avez pas le droit de vous servir du GPS comme instrument primaire. C'est un instrument secondaire qui viendra après pour conforter des informations qui viennent d'autres instruments. Eh bien, il faut faire la même chose avec l'IA. Il faut considérer que c'est une solution par défaut, mais après, voyez, à condition qu'il n'y en ait pas d'autres. Élaborer une gestion des risques qui soit intelligente, cela dit, croire quand même à la légitimité des algorithmes, mais laisser le dernier mot donc aux êtres humains. Tirer les leçons du passé, ne pas se précipiter forcément dans les métiers de l'IA, alors qu'on s'est complètement planté avec les systèmes experts. Vous voyez, donc, mettre en valeur donc les emplois qui ont besoin du cognitif humain, donc là, en matière en particulier de rémunération, aller au-delà des algorithmes d'IA, se renseigner, regarder qui sont les fournisseurs, de ne pas être complètement dépendant. Hein. On en a déjà assez avec les GAFAM. Ne pas craindre les remises en question, les changements. Tout ça, cette dynamique que vous pouvez créer sera bénéfique pour le futur. Hein. Il faut casser un certain nombre de principes clés qui constituent la doxa d'aujourd'hui, hein, mais ça nous aidera donc pour demain. Et puis, essayer de détecter maintenant on va dire, les dépendances dangereuses. Ce qu'on disait, ce qu'on appelait les liaisons donc dangereuses, et essayer de les limiter au maximum. Bon, c'est un certain nombre on va dire, d'idées que l'on peut suivre ou non. Hein. Voilà. Mais je pense que quand même la situation est assez grave. Hein, et bon, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Le prochain webinaire qui aura lieu donc dans une semaine est consacré donc à deux personnes qui sont totalement opposées. Ray Kurzweil, donc, est un futurologue auquel je ne crois pas du tout. Et par contre, Yann LeCun, qui est un Français, qui est à l'origine, pas de tout, mais qui a eu quand même le prix Nobel des informaticiens, hein, et donc un grand spécialiste donc des réseaux neuronaux et particulièrement donc deep learning, donc utilisation des réseaux neuronaux, donc de deep learning. Voilà donc ce que je pouvais, donc ce que je voulais vous dire. Alors, bien entendu, ne m'en veuillez pas si j'ai dit des choses qui ont pu vous choquer un tout petit peu. En particulier, je pense à la position syndicale, le temps de travail. Après tout, on a le droit d'avoir une opinion différente de ce qu'on peut pratiquer. Encore une fois, je n'ai jamais dit que c'était un progrès. J'ai simplement dit qu'on va se retrouver dans une situation de sous-emploi au sens du temps, hein, pas de la fonction, du temps, et qu'il va bien falloir faire quelque chose. Sinon, on va avoir une population qui va être constituée que de zombies malheureux. Il ne faut pas ça. Et pour préparer ça, il faut y penser maintenant.
Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Alors, j'ai deux questions qui m'ont été posées. Euh, Jean-Christophe Janin me dit, je vous renvoie à la pyramide de Maslow, oui, qui découpe et hiérarchise les besoins des individus et par ceci les besoins apportés par le travail. Tout à fait exact. Et je vous en remercie. Et j'ai également donc un commentaire de Gilles Racoton-Drafara. Il est d'accord avec moi. Il y en a au moins un. Hein. Et il partage donc notre inquiétude sans savoir si notre société va prendre en compte le problème pour contrer les aspects donc négatifs de cette disparition du travail. Le livre Nexus de Yuval Noah Harari est très intéressant sur ce sujet et effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut le dire. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé tout ça. Je suis à vos dispositions. Si vous voulez revoir hein, la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger le PDF dès demain et vous pouvez donc le revoir sur notre site internet, donc à partir de demain midi. Merci infiniment, chers amis, et bon courage pour la suite.